18h, heure locale du Caire. Bonsoir et bienvenue à ce deuxième journal en langue française pour aujourd'hui. Un journal que j'ai le plaisir de présenter avec Yara Choucha. Bonsoir Yara. Bonsoir Maha, bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite, les principaux titres. Le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Sadqi Sobhi, dépose une gerbe de fleurs au mémorial du soldat inconnu au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. La Banque de France, la BDF, revoit à la hausse aujourd'hui à 0,4% sa prévision de croissance pour l'économie française au premier terme. Le président américain Donald Trump et la Maison-Blanche lancent une offensive politique et médiatique pour vendre le projet républicain de réforme du système de santé et d'abrogation d'Obamacare. Les informations en détail. Le colonel Yasser El-Hadidi, membre des forces du secteur de la sécurité générale, a été tué et un policier et un officier ainsi qu'un conscrit qui sont membres de la force de sécurité du nord du Sinaï ont été blessés lors d'une explosion hier soir d'un engin explosif dans la région d'El Arish. Le responsable du centre d'information sécuritaire a affirmé que la police a établi un cordon de sécurité dans la zone de l'incident et a ratissé la région pour désamorcer n'importe quel autre explosif dissimulé. Cependant, le martyr et les blessés ont été transférés à l'hôpital pour poursuivre les procédures judiciaires propices dans le cas échéant. Le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Sadqi Sobhi, a déposé une gerbe de fleurs au mémorial du soldat inconnu au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Ceci intervient dans le cadre de la célébration de la journée des martyrs et des anciens combattants. A noter que le 9 mars commémorait le martyr du général Abdelmonem Riyad, le chef d'état-major des forces armées qui a été tué pendant la guerre d'usure en 1969 contre Israël. Dans cette journée historique, l'Égypte rend hommage à chaque soldat tué en défendant ses territoires. La bourse du Caire a gagné aujourd'hui 8 milliards de livres égyptiennes de sa clôture au cours des tractations qui ont atteint 1,3 milliard de livres égyptiennes. Ce gain est dû aux opérations d'achat effectuées par les investisseurs étrangers dans les secteurs actifs. Le principal indice EGX 30 a grimpé de 0,93%, atteignant 12 853,27 points. L'indice des petites et moyennes entreprises EGX 70 a haussé de 1,08%, enregistrant 518,64 points, alors que l'indice EGX 100, le plus élargi, a enregistré une hausse de 0,85% à 1234,96 points. Passons aux dossiers régionaux et commençons par l'Irak où le groupe terroriste Daesh subit un échec à Mossoul avec la perte d'une prison tristement célèbre où les terroristes auraient exécuté des centaines de personnes. Entre-temps, l'armée irakienne a annoncé la reprise de 2 nouveaux quartiers de Mossoul dans le cadre de l'offensive lancée le 19 février sur l'ouest du dernier grand bastion de l'organisation terroriste Daesh dans le pays. Les détails dans ce compte rendu de Racha Samir et AHL. Le nord-ouest de Mossoul a été reconquise par les forces de la 9e division blindée et un groupe de paramilitaires. C'est ce qu'a déclaré l'armée, sans indiquer si les détenus s'y trouvaient toujours. C'est dans cette prison qu'en juin 2014, les terroristes avaient exécuté 600 détenus, principalement des chiites, les forçant à s'agenouiller près d'un ravin avant de les y pousser et de brûler leur corps, selon Human Rights Watch. L'armée a par ailleurs annoncé mercredi la reprise de 2 nouveaux quartiers de Mossoul dans le cadre de l'offensive lancée le 19 février sur l'ouest du dernier grand bastion de l'organisation terroriste Daesh dans le pays. Ce secteur abrite des bâtiments administratifs, notamment celui de la province de Ninive, ainsi que le musée de Mossoul, où les terroristes avaient mis en scène la destruction de trésors archéologiques, provoquant un tollé international. Les organisations humanitaires craignent pour les 750 000 habitants de Mossoul-Ouest, dont la majeure partie est restée sur place et manque de nourriture et de soins. Quelques 50 000 d'entre eux ont été déplacés par les combats, selon l'Organisation internationale pour les migrations.
Le chef de l'organisation terroriste Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, est vivant, mais a quitté Mossoul à l'approche des troupes irakiennes. Cette déclaration a été faite hier par un responsable américain qui prévoit par ailleurs un repli futur du califat sur la vallée de l'Euphrate. Le chef de Daesh est traqué par le commandement américain de forces spéciales SOCOM et les agences de renseignement américaines, comme l'avait été avant lui le chef d'Al-Qaïda, Osama bin Laden. C'est à Mossoul qu'al-Baghdadi avait proclamé son califat en juin 2014. Les troupes irakiennes ont déjà reconquis la partie est de la ville et s'apprêtent à prendre d'assaut la vieille ville dans la partie ouest où de féroces combats sont attendus. Pour les militaires américains, le groupe terroriste est sévèrement affaibli après plus de 2 ans et demi de campagne militaire internationale contre eux. Et en Syrie, des raids présumés de la coalition internationale antiterroriste sur un village du nord du pays tenu par les terroristes de Daesh ont provoqué aujourd'hui la mort de 23 civils. Au moins 8 enfants et 6 femmes ont été tués dans ces frappes contre le village d'El Matab, près d'une route stratégique reliant Raqqa, bastion de Daesh, à la ville de Deir ez-Zor, capitale de la province voisine et riche en pétrole. Lundi, les combattants des forces démocratiques syriennes FDS, une alliance arabo-kurde soutenue par Washington, avaient coupé cette route en vue d'assiéger les terroristes dans Raqqa. Les FDS, appuyés par la coalition, ont lancé en novembre une offensive en vue de reprendre le bastion terroriste et progressent contre les terroristes dans le village d'Al-Matab, situé au sud-est de Raqqa. La coalition militaire arabe opérant au Yémen sous commandement saoudien a utilisé pour la 3e fois en 16 mois des roquettes à sous-munitions de fabrication brésilienne, a accusé aujourd'hui Amnesty International. Dans un communiqué, l'Organisation de défense des droits de l'homme précise que la coalition a utilisé ces roquettes le 15 février lors d'une attaque contre 3 zones résidentielles et des terrains agricoles dans la province de Saada. Cette attaque dans le bastion des Houthis a fait 2 blessés selon Amnesty, qui indique que la coalition a déjà utilisé ce type d'armes au Yémen en octobre 2015 et en mai 2016. Human Rights Watch avait accusé en décembre la coalition d'avoir utilisé des roquettes à sous-munitions de fabrication brésilienne dans une attaque au Yémen qui a tué 2 civils et blessé 6 autres. La coalition arabe intervient militairement au Yémen depuis mars 2015 afin de soutenir le président de ce pays, Abdelrabbo Mansour Hadi, contre les Houthis, alliés aux partisans de l'ancien chef d'État Ali Abdallah Saleh. Les États-Unis ont rejeté hier un compromis proposé par la Chine pour reprendre des discussions internationales avec la Corée du Nord, accusant Pyongyang, qui vient d'effectuer de nouveaux tirs de missiles, d'avoir un comportement irrationnel. Pékin, principal allié et protecteur du régime nord-coréen, a proposé que le Nord suspende son programme nucléaire en échange de l'arrêt des manœuvres militaires lancées par les États-Unis en Corée du Sud afin d'éviter une collision entre les 2 Corées. Le point avec Marwa Arafa et Ayeshel. Pékin, principal allié et protecteur du régime nord-coréen, a proposé que la Corée du Nord suspende son programme nucléaire en échange de l'arrêt des manœuvres militaires lancées par les États-Unis en Corée du Sud afin d'éviter une collision entre les 2 Corées. Selon le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, la proposition chinoise vise à ramener les parties à la table des négociations en allusion aux pourparlers à 6 entre Corée, Japon, Russie, Chine et États-Unis, interrompus depuis des années. Mais les États-Unis ont rejeté ce compromis pour reprendre des discussions internationales. L'ambassadrice américaine à l'ONU et le département d'État ont fait valoir que la Corée du Nord et son dirigeant Kim Jong-un ont un comportement irrationnel incompatible avec la diplomatie. Dans le même contexte, les autres grandes puissances ont aussi jugé que Pyongyang devait faire preuve de bonne volonté. Pour sa part, l'ambassadeur britannique Matthew Rycroft a fait valoir que ces manœuvres ne sont pas une menace pour la paix et la sécurité dans le monde. Et son homologue français, François Delattre, estime que la Corée du Nord devait montrer par des gestes concrets et sincères qu'elle est prête à renouer le dialogue. À noter que Pékin s'inquiète du déploiement par les États-Unis cette semaine d'un bouclier antimissile en Corée du Sud. Passons en France où le jeune centriste Emmanuel Macron poursuit sa conquête de l'opinion face à la chef d'extrême droite Marine Le Pen qui, elle, espère convaincre les millions de Français indécis avant le premier tour du 23 avril.
Dans une campagne riche en rebondissements et parasitée ces dernières semaines par les déboires judiciaires du conservateur François Fillon, tous les candidats cherchent à incarner celui qui fera rempart à l'extrême droite dans un contexte de montée des sentiments nationalistes en Europe. Les détails dans ce compte rendu de Marwa Arafa et Aïcha. Je pense que nous vivons un temps de recomposition profonde et radicale, a commenté jeudi sur la radio France Culture l'ancien ministre du président socialiste François Hollande, Emmanuel Macron. À 39 ans et première fois candidat à une élection, le jeune centriste poursuit sa conquête de l'opinion face à la chef d'extrême droite Marine Le Pen qui, elle, espère convaincre les millions de Français indécis. Selon une enquête Harris Interactive, le fondateur du mouvement En Marche, qui cherche à incarner le nouveau renouveau et se dit ni de droite ni de gauche, totalise 26% des intentions de vote au premier tour devant la dirigeante du Front National. Marine Le Pen, 48 ans, estime que les sondages montrent une dynamique extrêmement solide en sa faveur et a dit qu'il faut encore convaincre. Il y a encore des millions de Français qui n'ont pas fait de choix. Parti favori dans la campagne, François Fillon, qui peine à rassembler la droite et le centre, inquiet des effets du scandale né des soupçons d'emploi fictif attribués à sa famille, arrive en 3e position. Sa convocation chez les juges mercredi prochain risque d'aboutir à une inculpation. En quête d'un nouveau siffle, Fillon, 63 ans, a dévoilé jeudi sa nouvelle équipe de campagne pour pallier les nombreuses défections de responsables clés opposés au maintien de sa candidature. Le discours transpartisan de Macron, libéral au sang anglo-saxon du terme sur le plan économique, mais aussi sur les questions de société, plaît notamment aux jeunes urbains et aux milieux d'affaires. Dans un entretien publié aujourd'hui au Washington Post, l'ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Araud, estime que l'élection de la dirigeante d'extrême droite, Marine Le Pen, à la présidentielle française sera une catastrophe totale. Si Mme Le Pen retire la France de l'Union européenne et de la zone euro, ça veut dire l'effondrement de l'Union européenne, parce que l'Union européenne sans la France ne veut rien dire, a déclaré M. Araud. Et ça veut dire l'effondrement de l'euro et une crise financière qui aura des conséquences dans le monde entier, a-t-il fait valoir. Avant, M. Araud, l'ambassadeur de France au Japon, avait annoncé hier qu'il refuserait de servir Marine Le Pen si elle remportait l'élection présidentielle, signant l'une des premières déclarations en ce sens dans le milieu diplomatique. Dans un courrier, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, avait quant à lui rappelé les diplomates à leur devoir de réserve et au principe de neutralité. La Banque de France, la BDF, a revu à la hausse aujourd'hui à 0,4% sa prévision de croissance pour l'économie française au premier trimestre, constatant un rebond de l'activité dans le secteur industriel comme dans celui des services. Cette estimation établie à partir de son enquête mensuelle de conjoncture auprès des chefs d'entreprise est en hausse de 0,1 point par rapport à une première évaluation publiée le 8 février qui tablait sur une hausse du produit intérieur brut de 0,3%. Selon la Banque de France, la production industrielle a progressé de façon soutenue en février, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la chimie et des biens d'équipement, ainsi que le secteur des services. La Banque de France table sur une croissance de 1,3% cette année en France, après 1,1% en 2016. Ce chiffre est légèrement inférieur à celui anticipé par le gouvernement, 1,5%, jugé optimiste par certains. La prévision gouvernementale est néanmoins proche de celle de l'OCDE, qui a revu à la hausse mardi son estimation de 1,4%. Le projet de loi destiné à autoriser le gouvernement britannique à déclencher le Brexit repassera devant les députés à partir de lundi. David Lidington, le leader de la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui que l'examen pourrait se prolonger mardi et mercredi pour adoption définitive dans la foulée.
Ce qui signifie que Londres serait en mesure d'activer l'article 50 du traité de Lisbonne qui lancera la procédure de divorce d'avec l'Union européenne dès la semaine prochaine. Selon Keir Starmer, le responsable du dossier Brexit dans le cabinet fantôme du parti d'opposition travailliste, la première ministre conservatrice Theresa May entend déclencher le Brexit mercredi ou jeudi. Le texte de loi approuvé en première lecture par les députés début février a été amendé par la Chambre des Lords, la Chambre haute du Parlement, infligeant un revers au gouvernement conservateur de Theresa May qui espérait le voir passer sans modification. La chancelière Angela Merkel a promis aujourd'hui d'œuvrer au rapprochement avec la Turquie en pleine crise diplomatique, tout en insistant sur le respect des valeurs démocratiques et en dénonçant les accusations turques de nazisme contre l'Allemagne. La veille, son chef de la diplomatie, Sigmar Gabriel, avait lui invoqué l'amitié entre les deux pays, la diaspora turque en Allemagne comptant 3 millions de personnes pour résoudre leurs différends. Un appel accueilli fraîchement par Ankara qui juge Berlin responsable des frictions actuelles. Mais après une semaine d'escalade autour de l'annulation de meetings électoraux pro-Erdogan en Allemagne, la partie turque a annoncé aujourd'hui son intention d'en organiser toujours plus. Quelques 1,4 million d'électeurs turcs vivant en Allemagne sont appelés à voter lors d'un référendum pour étendre les pouvoirs du président turc Recep Tayyip Erdogan. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a avancé le chiffre de 30 rassemblements et assuré que les autorités allemandes en étaient informées. La Banque centrale européenne a annoncé aujourd'hui un net relèvement de sa prévision d'inflation pour 2017 après une poussée des prix en début d'année en zone euro et s'est montrée un peu plus confiante pour la croissance de la région. La BCE mise désormais sur une inflation de 1,7% cette année après l'avoir estimée à 1,3% il y a 3 mois, a déclaré son président Mario Draghi lors d'une conférence de presse régulière. Commentaire de Rim Samir et Ayeshel. La Banque centrale européenne a annoncé jeudi un net relèvement de sa prévision d'inflation pour 2017, après une poussée des prix en début d'année en zone euro, et s'est montrée un peu plus confiante pour la croissance de la région. Pour 2018, elle a aussi rehaussé son pronostic, mais plus légèrement, 1,6% contre 1,5% auparavant, et laissé celle de 2019 inchangée à 1,7%. Côté économie, son président Mario Draghi s'est monté plus confiant. La BCE table désormais sur une croissance de 1,8% en 2017 et de 1,7% en 2018, contre auparavant 1,7% et 1,6% respectivement. Pour 2019, elle continue comme avant d'attendre une croissance de 1,6%. La BCE se base sur ses prévisions pour justifier ses décisions de politique monétaire. Plus tôt, l'institution avait annoncé maintenir sa politique monétaire très interventionniste, faisant ainsi fi des appels à lever le pied après une accélération de l'inflation européenne qui s'est hissée à 2% en février. Le Conseil des gouverneurs, l'instance dirigeante de la BCE, composée de 6 directeurs et des 19 présidents des banques centrales de la zone euro, n'a touché ni à ses taux directeurs à leur plus bas niveau historique depuis mars 2016, ni à son vaste programme de rachat de dettes, le QE, lancé en mars 2015, a annoncé un porte-parole. En février, l'inflation en zone euro a atteint 2% et fait ainsi un nouveau pas vers l'objectif à moyen terme de la Banque centrale qui vise un rythme durable d'inflation légèrement inférieur à 2%, définition selon elle de la stabilité des prix. Varsovie a promis aujourd'hui de tout faire pour empêcher la réélection du Polonais Donald Tusk à la tête du Conseil européen, menaçant d'empoisonner un sommet à Bruxelles censé promouvoir l'unité de l'UE après le Brexit. Depuis Berlin, la chancelière allemande Angela Merkel a clairement réitéré son soutien à la réélection de Tusk, y voyant un signe de stabilité pour l'ensemble de l'Union européenne. L'ancien Premier ministre libéral polonais occupe depuis fin 2014 la présidence de cette institution européenne dont le rôle est de coordonner les sommets réguliers réunissant les chefs d'État ou de gouvernement pour fixer les priorités politiques de l'Union européenne. Après le dossier Tusk, les 28 ont prévu d'échanger sur la politique commerciale de l'Union européenne, la crise migratoire et leur chantier en matière de défense. Demain, ils consacreront une matinée à préparer la déclaration de Rome qu'ils prévoient de publier pour les 60 ans du traité fondateur de l'Union européenne qui seront célébrés à Rome le 25 mars.
Aux États-Unis, le président américain Donald Trump et la Maison-Blanche ont lancé une offensive politique et médiatique pour vendre le projet républicain de réforme du système de santé et d'abrogation d'Obamacare, mais l'aile droite de la majorité régimbe. Un commentaire de Racha Samir et AHL. Donald Trump et la Maison-Blanche ont lancé une offensive politique et médiatique pour vendre le projet républicain de réforme du système de santé et d'abrogation d'Obamacare, mais l'aile droite de la majorité regimbe. Ce fut une bonne occasion d'échanger des idées afin de trouver un terrain d'entente, a déclaré diplomatiquement le président de l'organisation Freedom Works, l'un des 6 groupes conviés dans le bureau ovale et qui ont appelé à torpiller le plan dévoilé cette semaine. Le porte-parole de l'exécutif a promis de nombreux déplacements et des interventions de responsables de l'administration sur des chaînes de télévision et radio locales afin de convaincre les Américains que la réforme abaisserait le coût de la santé. Tous les républicains sont d'accord pour abroger Obamacare, la réforme de 2010 emblématique de la dérive socialisante des années Barack Obama, disent-ils. Les chefs républicains ont compté une proposition de loi qui abroge et remplace simultanément selon leur formule et qu'ils veulent faire adopter au pas de charge avant les vacances de Pâques dans un mois. Mais ce texte ne va pas assez loin pour les ex-élus du très droitier Tea Party. Ils l'ont qualifié d'Obamacare Light et exigent un désengagement complet de l'état du marché de la santé. Les cours du pétrole est repassé sous les $50 le baril à New York car les marchés s'inquiètent d'une hausse des réserves américaines qui contrebalance les efforts de l'OPEP pour limiter l'offre mondiale. Le baril de Light Sweet Crude, prix de référence du pétrole aux États-Unis, est tombé à 40,10 $, tandis que le cours du Brent de la mer du Nord descendait à 52,02 $ le baril, tous deux à leur plus bas niveau depuis le 1er décembre 2016. Les cours de l'or noir, qui avaient fortement reculé depuis 2014 pour tomber début 2016 à moins de 30 $, plombés par la surproduction mondiale, avaient remonté au fil de l'année, alors que la faiblesse des prix décourageait les producteurs, notamment de pétrole non conventionnel, et limitait ainsi leur extraction. Pour accélérer ce mouvement, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a convaincu d'autres grands producteurs, dont la Russie, de se joindre à elle pour un accord de limitation de leur production, ce qui avait permis au prix de renouer avec les 50 $ le baril début décembre. Pour le Chili, c'est le plus long conflit de son histoire. La grève sur le site chilien d'Escondida, première mine de cuivre au monde, entre aujourd'hui dans son 2e mois, sans perspective de sortie à court terme de cette crise scrutée par les marchés. La mine, qui produit près de 5% du cuivre mondial en plein désert d'Atacama, est paralysée depuis le 9 février après l'échec d'une négociation qui visait à renouveler les accords collectifs signés il y a 4 ans. Un commentaire signé Rim Samir et AHL. Les salariés dont la précédente longue grève remonte à 2006, 25 jours d'arrêt de travail, réclament à l'entreprise, propriété du groupe anglo-australien BHP Billiton, le maintien des avantages négociés en 2013 et des temps de repos. Ils refusent également que ces avantages ne profitent pas aux nouveaux embauchés, comme le souhaite la direction. Enfin, ils exigent également un bonus d'environ 40 000 $ et une hausse des salaires de 7%. Nous avons pris une décision avec les travailleurs d'être en grève le temps qu'il faudra. D'ailleurs, nous envisageons que la grève aille peut-être au-delà des 60 jours, expliquait cette semaine aux journalistes le directeur du syndicat, Carlos Allende, après s'être réuni à Santiago avec des représentants du ministère du Travail. Actuellement, il n'y a pas de négociation, nous sommes au point mort, mais nous sommes sereins, avait-il ajouté. La dernière réunion entre les deux parties a eu lieu il y a 2 semaines, sans parvenir à aucun accord ni fixer de date pour une prochaine rencontre. Tandis que les mineurs installés dans un campement à proximité du gisement, en plein désert d'Atacama, se déclarent prêts à se tenir sur la longueur, la direction de BHP Billiton, qui vient de publier un bénéfice de 3,2 milliards de $ pour le second semestre 2016, a elle aussi assuré d'être préparée pour un long conflit. Mardi, des représentants de la direction ont d'ailleurs déposé plainte contre le blocage du site par les grévistes.
L'entreprise continue de prendre toutes les actions légales correspondantes face à des faits de violence, a prévenu Patricio Villaplana, vice-président du secteur Enterprise de la mine. La mine Escondida, qui emploie 2500 personnes, produit environ 927 000 tonnes de métal rouge par an. L'indice Nikkei de la bourse de Tokyo a rebondi aujourd'hui après 4 séances négatives, aidées par l'appréciation du dollar face au yen après l'annonce aux États-Unis de création d'emplois dans le secteur privé au plus haut niveau depuis 6 ans. À l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a gagné 0,34% à 19 318,58 points. L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a pour sa part progressé de 0,29%, atteignant 1554,68 points. Sur le volet d'échange, le dollar est monté à 144,54 yens contre 113,85 yens la veille. Même mouvement ascendant pour l'euro qui évoluait autour de 120,65 yens contre 120,15 yens. Et avant de passer au sport, présenté ce soir par Ahmed Hosni, on regarde tout de suite la météo et les principales températures dans les villes égyptiennes et les principales capitales du monde.